il faut continuer vraiment à trouver les solutions pour les inégalités. Parce que ça, c'est la source. Et je pense que la UNESCO, comme est une institution de la science, on a la S dans notre nom, il faut l'utiliser pour essayer d'avoir des solutions gérables. Il faut aussi montrer, parce qu'il y a l'économie politique de toutes les décisions, on ne va pas vraiment arriver à dire non, il faut le faire, non? Mais il faut montrer que ce n'est pas soutenable. Et je pense qu'il y aura beaucoup de pays qui feront des efforts pour adresser la question, parce que personne ne veut avoir ce type de polarisation. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Ramos Gabriela, ou plutôt Gabriela Ramos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate parmi deux autres candidats à la direction générale de l'UNESCO. Qu'est-ce qui explique la naissance de cette décision de vous représenter? Moi, je suis fière parce que c'est mon pays, le Mexique, qui a mis la candidature. Après une évaluation, bien sûr, très, très solide sur mes compétences, sur mon expérience, sur ce que j'ai fait dans l'environnement international. Mais aussi, ça montre l'attachement du Mexique à la UNESCO. Le Mexique était un pays, bien sûr, on a 35 sites patrimoniaux. C'est une civilisation millénaire. C'est un pays qui a été vraiment, vraiment proche de la UNESCO depuis sa naissance, membre fondateur. Et toute la vie l'a accompagné. La dernière expression de cette relation, c'est la conférence Mondia Cult qui a eu lieu au Mexique 2022 et qui a relancé la discussion de la politique culturelle. Et donc, je pense que d'un côté les candidats, de l'autre côté les pays, troisième la relation avec l'UNESCO et voilà. Et vous avez passé depuis 2020 5 ans et vous y êtes encore. Et, en fait, votre mandat, le mandat quand vous serez élu, ça va courir de 2025 à 2029. Vous avez 4 ans pour mettre en place votre vision, votre stratégie. Quelle sera votre feuille de route à travers cette intronisation? En première, je veux dire que j'ai 25 ans avec les organisations internationales, avec des positions de leadership dans les organisations internationales, 5 ans à l'UNESCO. Et donc, j'ai vraiment élaboré une feuille de route basée dans les 3 I de succès: l'inclusion, l'innovation, l'impact. L'inclusion parce que nous regardons le monde. Le monde est plein d'inégalités et il faut vraiment faire preuve de notre mandat sur la question d'éducation. Ce n'est pas possible qu'encore dans ce moment-là, on a des filles qui ne peuvent pas aller à l'école. Il y a des émergences. Même ceux qui ont l'opportunité d'aller à l'école n'ont pas l'éducation de qualité. Et donc, vraiment, pour l'inclusion, il faut faire ça. Inclusion parce qu'on doit avoir une organisation plus représentative. Il y a cette discussion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Afrique n'a pas beaucoup d'expressions culturelles dans la liste des patrimoines mondial? Il faut réfléchir. Et après, la culture comme levier de développement, ça c'est l'inclusion. Mais si on va à l'innovation, nous vivons dans un monde qui est vraiment dans un développement technologique, l'intelligence artificielle, la neurotechnologie, la computation quantique. Il faut les gérer, mais il faut les gérer éthiquement. Et l'UNESCO a cette métier. C'est mon contribution la plus importante que j'ai faite dans ces 5 dernières années. Mais aussi la science. La science. Il faut investir dans la science, mais il faut aussi nous assurer que la science est utilisée pour les décisions de politique publique, protéger les scientifiques, protéger la liberté d'expression, qu'on voit parfois, c'est vraiment serrer la situation, les journalistes. Mais tout ça,
doit se mettre dans un objectif d'impact. L'impact de changer la vie des gens à travers ce type d'agenda. On va y revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette vision, cette ambition, par quels moyens vous allez aborder ces problématiques qui sont très complexes? Oui, c'est un environnement complexe parce que malheureusement, on a beaucoup de pays qui doivent investir plus dans l'armement que dans le développement. Et donc, il faut faire preuve que les investissements qu'on fait dans l'UNESCO, ce sont des investissements avec un résultat fort. Mais vous avez un budget de 600 millions de dollars. On fait quoi avec cette somme très réduite? Mais vous ne comptez pas les contributions volontaires. Expliquez-nous. Les 600 millions d'euros, ce sont les contributions que les pays doivent payer chaque année. Et ça, on les appelle les contributions des pays. Mais de l'autre côté, avec notre plan de travail, parce qu'il ne faut pas demander d'argent pour faire des choses qui ne sont pas vraiment adoptées pour les conseils et pour la conférence générale. Mais comme ça, on a réussi à avoir 2 fois ce budget. On a 1,5 milliard de budget. Et donc, je pense que l'UNESCO a montré pendant les dernières années, et moi-même, dans le travail que j'ai fait pendant ces 5 années, qu'on peut faire le levier de fonds quand on a des projets de qualité. C'est vrai que ce ne sont pas des temps faciles. Il y aura beaucoup de questionnements sur la question financière, mais je pense que, comme on l'a montré, si nous avons des projets qui ont l'impact, il y a toujours des sources de financement importantes. Qu'est-ce qui explique que vous soyez un peu inaudible? Vous n'avez pas une stratégie de visibilité pour affirmer les ambitions qui sont vraiment honorables pour une institution de cette dimension? Je ne partage pas ce point de vue. Expliquez-moi. Je vais vous dire, j'étais dans une autre institution très prestigieuse avant. J'étais la numéro 2 de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. C'est une institution qui travaille beaucoup pour améliorer les politiques publiques. Quand je bouge à l'UNESCO il y a 5 ans, parce que j'ai passé 20 ans à l'OCDE, alors je bouge à l'UNESCO, je trouve que c'est une organisation que le monde connaît. Oui. Peut-être mon point de vue, ce n'est pas la vôtre. Vous êtes une journaliste qui va voir les headlines, non? Oui. Mais à la fin, les gens les connaissent. Et surtout, les gens qui les connaissent ont un attachement presque familier, presque d'amour avec l'UNESCO. Et donc, il faut voir comment est-ce qu'on capitalise cette relation. C'est vrai, il y a des autres côtés qu'il faut vraiment travailler pour être mieux connu. Mais je vous dirais que, par exemple, la question de l'éducation, de porter l'éducation dans des situations d'émergence, a été un sujet qui a vraiment monté dans l'agenda de nos priorités. Et il y a eu une croissance de 8 fois. Et les moyens que nous avons pour porter l'éducation dans tous les endroits du monde. Et au niveau de la culture aussi, les G20, les G7, toutes les plateformes globales, les sommets du futur qu'on a eu l'année dernière aux Nations Unies, ont vraiment porté la culture comme un bien public mondial. Ça veut dire qu'il faut investir dans la culture, pas comme une chose à côté, mais centrale dans notre discussion économique et de développement. Donc, je pense que oui, il faut être plus visible, plus effectif, j'ai vu, mais à la fin, en comparaison à d'autres organisations internationales, je pense que ça va pas mal. Hein? Vous allez dépendre du conseil exécutif qui rassemble 58 pays membres. Mais c'est un cadre étroit. Vous allez appliquer le programme que vous avez proposé. Mais comment secouer les inerties de cette institution qui semble se politiser de plus en plus? Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir éviter cet écueil?
Et je crois que oui, dans l'histoire de l'UNESCO, une question qui a eu un impact négatif, c'est la politisation, de porter des sujets que l'UNESCO ne va pas résoudre, mais qui même les pays membres veulent le porter là. Mais je dirais que depuis 8 ans, on n'a pas eu de situations vraiment comme on l'avait avant, où les positionnements géopolitiques vraiment a eu un impact très, très négatif. Je pense qu'on a abouti à faire l'organisation plus une organisation d'expertise et pas de discussion géopolitique. On ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper parce qu'on a la guerre en Ukraine, on a la guerre au Moyen-Orient, on a l'arrêt partout, on a des problèmes, on a des conflits. Et donc, on ne peut pas échapper à ce sentiment. On ne peut pas échapper à la montée des populismes, de division, de polarisation de nos sociétés, les inégalités, tout ça. On ne peut pas échapper à la réalité qui nous porte le monde. Mais la vérité, c'est que je trouve, et moi-même, je fais partie de l'équipe qui a essayé vraiment de faire de l'UNESCO une institution dans un mandat de spécialité. L'éducation, la culture, la science, l'intelligence artificielle, l'éthique des sciences. Et donc de se concentrer sur ces sujets. Et je pense qu'on a réussi pendant les dernières années à ne pas être vraiment attrapé pour ce type de division politique. Vous l'avez dit, votre fonction est dans une fonction normative, mais appliquer les règles, appliquer l'éthique, donner des outils pour préserver le vivre ensemble, ce qui est aussi important. Mais comment aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous allez pouvoir défendre cette singularité où tout chavire ? Je dirais que je l'ai fait et je suis fière parce qu'on a réussi à avoir un instrument normatif, qui c'est la recommandation de l'éthique de l'intelligence artificielle, 2021, signé par 193 pays. Et après, avec les États-Unis, c'est l'instrument le plus ample internationalement. Qui a vraiment porté un message très important, surtout avec la sortie de l'intelligence artificielle générative, de ChatGPT, et de dire que ce n'est pas la technologie, ce n'est pas une discussion technologique, c'est une discussion sociale, et c'est une discussion de penser qu'est-ce qu'on veut faire avec la technologie pour soutenir notre droit humain, notre dignité humaine, la soutenabilité environnementale. C'était une belle réussite au niveau de la narrative pour changer la manière comment on faisait le développement de la technologie. Mais on a fait quelque chose en plus. Comme la diversité des pays, c'est si énorme, il y a des pays qui produisent presque toute la technologie, il y a des pays qui consomment, mais il y a aussi un tiers des pays qui ne sont pas connectés à Internet. On a développé un outil diagnostic qu'on appelle le Readiness Assessment. C'est une évaluation de la préparation des pays. Et on fait maintenant 70 pays pour voir où ils sont. Où est Mozambique, comparaison Philippines, comparaison l'Hollande, comparaison le Chili. Mais tout le monde se met à réfléchir quelles sont les décisions au niveau national pour être en forme, pour pas seulement utiliser, mais aussi développer la technologie. Et je vous dis que je pense que c'était un bel effort. Bien sûr, il y aura des pays qui ne vont pas vraiment faire une mise en œuvre très, très précise, mais à la fin, on travaille avec ceux qui peuvent. Et si je dis, 100 pays veulent travailler avec moi, ça, c'est pas mal. Hein? Oui. C'est qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit en partie, c'est qu'on vit des fractures de toutes sortes, notamment la fracture numérique, mais aussi, parallèlement, on voit les injustices, les inégalités s'agrandir. Mais comment faire aujourd'hui dans un monde qui se détricote et qui, au fond, explique les difficultés aujourd'hui en termes de crise, conflit, guerre? Et je pense que ça, c'est une belle question, parce qu'à la fin, on regarde le tip of the iceberg, non? Le sommet de l'iceberg.
et on dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ça arrive? La source du problème, ce sont les inégalités. C'est l'injustice. C'est des personnes qui regardent et disent, mais moi, je n'ai aucune chance, pendant que les autres, ils ont 50 fois plus qu'ils ont besoin pour la vie, non? Oui. Ou de génération en génération. Et donc, je pense que les organisations internationales, et on l'a fait aussi, parce que dans le travail, même dans l'intelligence artificielle, mais on fait un travail énorme sur la question contre le racisme, la discrimination, la question de le genre. Et il faut continuer vraiment à trouver les solutions pour les inégalités. Parce que ça, c'est la source. Et je pense que la UNESCO, comme est une institution de la science, on a la S dans notre nom, il faut l'utiliser pour essayer d'avoir des solutions gérables. Il faut aussi montrer, parce qu'il y a l'économie politique de toutes les décisions. On ne va pas vraiment arriver à dire, non, il faut le faire, non? Mais il faut montrer que ce n'est pas soutenable. Je pense qu'il y aura beaucoup de pays qui feront des efforts pour adresser la question, parce que personne ne veut avoir ce type de polarisation. Non? Oui. Vous avez, dans votre travail, beaucoup, vous vous êtes occupé de l'inclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit toute cette dimension, sa place dans le monde fracturé que nous vivons. C'est-à-dire que de quelle manière il faut des moyens pour réparer ces fractures et puis introduire cette notion essentielle de la justice sociale, notamment pour permettre au plus grand nombre d'être dans le train. C'est pas facile, mais à la fin, il faut avoir la volonté politique. C'est très important. Si on n'a pas la volonté politique au niveau des gouvernements, au niveau des institutions, au niveau des secteurs privés, on ne va pas arriver. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est très important de montrer et comment les tendances aujourd'hui ne sont pas soutenables et vont nous porter un monde qui sera plus difficile à gérer et donc pas convenable à aucune personne. Et donc, c'est très important de continuer à porter les messages. Mais il y a des manières de le faire très, très directement. Par exemple, dans l'éducation. L'éducation, on dit, on va investir 6%. C'était la somme que l'UNESCO a dit depuis longtemps. Maintenant, nous n'avons pas beaucoup de pays qui font 6%. Et donc, d'arriver à ce type d'objectif, c'est super important. Mais aussi, quand on fait l'investissement de 6%, il faut aussi faire la qualité et il faut cibler, vraiment, avoir un ciblage pour soutenir mieux ceux qui ont besoin de plus. Là, justement, sur l'éducation, il y a deux étages. Il y a l'alphabétisation et la scolarisation. C'est-à-dire que comment, aujourd'hui, on voit les chiffres qui montrent le désastre dans lequel on entre. Beaucoup d'indicateurs sont en recul. Mais c'est exactement une question de comment on le fait. Ce n'est pas si on le fait ou pas, mais comment. C'est-à-dire? Et donc, par exemple, dans l'Afrique, on a fait, et par tout le monde, on a augmenté les investissements publics pour l'éducation. Mais ils n'étaient pas accompagnés de politiques sociales. Et donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui vient d'un petit village rural, sans savoir le transport, sans savoir l'alimentation, sans savoir de faire une réussite scolaire. Et donc, il faut penser d'une manière plus intégrée l'éducation, mais aussi avec la politique sociale. De soutenir. Il y a ce type de politique dans mon pays même, dont la présidente a un engagement vraiment fort sur la question des inégalités, mais aussi dans des autres pays en développement, d'avoir les transferts conditionnels, avoir les enfants dans l'école, mais aussi aller au centre de santé et avoir un investissement pour les chemins, c'est toute une composition un peu plus intégrale pour vraiment réussir à l'investissement qu'on fait dans l'éducation, mais qui ne réussira pas si on ne pense pas quels sont les besoins des familles qui sont vraiment derrière.
Oui, en fait, il y a de nombreuses questions, mais il y a une question qui vous tient à cœur, c'est la question des femmes, le genre. C'est-à-dire que comment aujourd'hui, quand on voit, en fait, il y a un paradoxe, c'est-à-dire il y a des avancées considérables des femmes, en termes de formation et plein de choses liées à cette ascension. Et puis, en même temps, il y a un décrochage très inquiétant qu'on observe ces dernières années. Je crois que nous sommes vraiment à l'avance au niveau des législations dans beaucoup de pays. Hein. Législation, et normes et opportunités pour les femmes, conscientisation sur la question de cette nécessité de donner aux femmes un espace pour vraiment atteindre leur plein potentiel. Mais les normes culturelles, oui, les normes sociales ne nous aident beaucoup. On a toujours cet stéréotype de genre où les femmes appartiennent dans certaines disciplines, certains secteurs économiques les moins bien payés, et les hommes dans l'autre côté. Dans l'intelligence artificielle, c'est aussi grave. Oui. On a seulement 22% de la force laborale de ce secteur qui est composée pour les femmes. Mm-hmm. Les filles ne vont pas dans les études pour la computation, pour l'intelligence artificielle. Et donc, il faut travailler dans les deux niveaux. Les niveaux normatifs, que c'est très important. Et dans mon pays, je vous dirais, on a travaillé pour avoir un objectif genre dans les congrès qu'on a arrivé 55 ans. Et je dirais que maintenant, on a la première présidente femme. Mm-hmm. Et il nous a pris seulement 200 années. Mm-hmm. Mais à la fin, il est là. Et donc, c'est aussi toujours cette composition des instruments, des financements, des soutiens, mais aussi de travailler sur les mentalités et sur les codes sociaux. On a 5 minutes pour terminer, mais j'ai envie d'aborder avec vous, la question de la biodiversité, qui est une question essentielle aujourd'hui. Le changement climatique, c'est que comment aujourd'hui, face à cette menace où il y a une dimension de bouleversement total, comment vous allez vous y prendre là-dessus ? C'est très bien ça, parce que je pense que les personnes qui vous regardent ne connaissent vraiment que la UNESCO a aussi un mandat très fort sur la question de l'environnement. Nous avons la commission interocéanique qui fait la recherche sur l'océan et de préserver l'océan. Je pense que c'est une des questions les plus importantes aujourd'hui. Mais aussi, nous sommes l'espace dont nous avons les réserves de la biosphère, les géoparcs. Mm-hmm. Et je pense que ce sont des outils qu'il faut vraiment développer plus. Parce qu'une fois qu'on fait la désignation d'une réserve de la biosphère, bien sûr, il y a les règles dont les pays se sont engagés pour préserver, pour ne pas mettre des activités de certains profils économiques. Mais à la fois, ils ne connectent pas. Donc, on a une réserve ici, une réserve là, l'autre réserve. Il faut les connecter. Il faut voir comment est-ce qu'on peut faire une force plus de haut impact de toutes les réserves que nous avons, et que ce ne soient pas seulement les réserves de chaque pays, mais qu'on peut les connecter pour faire la recherche, pour les protéger, mais aussi pour avancer cet environnement que nous avons besoin. Dans votre champ d'action, il y a la communication, l'information. Aujourd'hui, quand on regarde la planète, c'est qu'il y a une réduction des libertés, la liberté d'expression, avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur la montée des populismes. Mais comment vous allez... où l'on va dans ce monde où tout se réduit? Je pense que l'UNESCO, c'est la conscience morale de l'humanité. Et donc... Mais on ne va pas changer le gouvernement qui ne veut pas changer. Mais on va dire toujours les choses qu'il faut dire. Et l'UNESCO, c'est l'institution qui soutient le journalisme, qui lève la voix chaque fois qu'il y a un journaliste qui meurt pour des questions politiques ou liées à son fonction.
Et nous sommes l'institution qui protège les droits humains et aussi la liberté d'expression. Et donc, on va continuer à produire l'évidence de protéger, bien sûr, les professionnels, pas seulement les journalistes, mais aussi les scientifiques, mais aussi de travailler avec les pays membres pour essayer d'avancer ce type d'action. Ce n'est pas facile, mais à la fin, il faut être courageuse et le faire, quoi. C'est notre mandat. Mais la dimension qui nous échappe aussi, c'est la désinformation. Avec l'évolution technologique, l'intelligence artificielle et d'autres, c'est-à-dire qu'on voit véritablement le risque de dérive où l'on va. Mais ça, personne aujourd'hui n'a les moyens de pouvoir stopper cette dérive. Je ne suis pas sûre qu'on n'a pas les moyens, hein, parce qu'avec le travail qu'on a fait avec l'intelligence artificielle, par exemple, ce n'est pas si difficile quand il y a des personnalisations comme les deepfakes, non, que c'est la forme la plus problématique de ce type de désinformation. Il y a des moyens de faire qu'il y a un watermark pour que les gens connaissent que ce n'est pas vrai. Technologiquement, c'est possible de le faire. Est-ce qu'on va demander aux entreprises à le faire? On ne demande pas les entreprises à faire des choses. On met les règles. Et donc, je pense que si les pays membres le font, ce type de décision concrète, c'est très important. Mais aussi, je veux dire que l'UNESCO a travaillé, on a développé les règles pour les plateformes numériques. Et je dirais que ce sont des sujets très compliqués, mais d'avoir une identité numérique. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace numérique? On écrit, on dit, on échange, on n'a pas d'identité. Il faut avoir l'identité. Ce n'est pas si simple parce que, bien sûr, si on a des gouvernements qui sont autoritaires, l'identité digitale numérique peut être un élément de difficulté pour ceux qui le font. Mais à la fin, je pense qu'il y a des solutions pour le faire. On a les moyens. Je pense que nous avons les moyens. Les gouvernements ont les moyens, les entreprises ont les moyens. Nous, les sujets, avec la littératie sur les sujets numériques, il faut le faire. L'éducation, il faut vraiment pousser la pensée critique, parce qu'il faut se défendre au niveau individuel, au niveau sociétal et au niveau aussi gouvernemental. Et donc, je pense qu'on peut avoir les moyens. Hein. En octobre, le vote aura lieu. D'ici là, en quelques mots, avant de terminer, qu'est-ce que vous allez entrer en campagne? Vous êtes déjà en campagne. Et qu'est-ce que vous allez faire pour convaincre les réticents à votre candidature? Je vais visiter beaucoup de pays. Ce sont seulement 4 mois de plus, mais on va avoir 40 pays qu'on va visiter, leur montrer notre projet, leur montrer ce message que je suis quelqu'un qui peut faire valoir le multilatéralisme dans un moment qui est très compliqué. Il faut avoir l'expertise, il faut avoir la vision, mais aussi il faut avoir le soutien. Et donc, on va comme toutes les campagnes politiques, quoi. On va convaincre les électeurs. Voilà, vous avez réussi à transmettre cette foi en vous, de vouloir changer et de voir à partir du mois d'octobre, on va pouvoir être au rendez-vous de l'histoire. Merci d'avoir été avec nous. Non, merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci.